Le partage de données au service de la croissance et de la performance des organisations et des entreprises. Pour ouvrir cette première session thématique, merci d'accueillir chaleureusement Claire Falzon-Allard, CEO de Nova Veolia. Nova Veolia, filiale de Veolia dédiée au développement de services innovants pour accompagner les villes dans leur transformation. Asseyez-vous. Claire, je vous en prie, et merci de nous avoir rejoints. Un petit mot tout d'abord, félicitations, puisque vous avez été distingué par le classement Choiseul, le réseau des jeunes talents de la ville de demain, dans la catégorie Smart City, pour votre rôle dans l'émergence et la co-construction de la ville du futur. Alors, qu'est-ce qui vous vaut cette distinction? Claire Falzon-Allard, est-ce que vous pouvez nous présenter Nova Veolia et nous expliquer le rôle que vous y tenez? Bonjour à tous, merci Arnaud, merci Jean-Marc pour votre invitation. Effectivement, j'ai découvert ce classement il y a quelques temps et j'en ai été ravie, pas à titre personnel. Les classements depuis la fin de mes études, j'en suis assez méfiante, mais parce que ce qui était intéressant, c'était que le concept, le thème de Smart City était mis en avant, et c'est ça qui était très chouette, notamment pour les équipes de Nova Veolia, mais aussi pour tous nos partenaires, parce que le concept de Smart City, on en parle, on en glose depuis longtemps. Et finalement, à chaque fois qu'on met des noms de personnes ou d'entreprises derrière, ça montre que cet écosystème, il prend de l'importance parce qu'il y a de plus en plus de cas d'usage, il y a de plus en plus de cas concrets. Et finalement, plus on est nombreux dans ce classement, en fait, il ne faut pas que ce soit un classement, il faut que ce soit un écosystème, plus ça veut dire qu'il y a des choses qui arrivent. Et ça, c'est très chouette pour le travail que l'on fait au quotidien. Et ce travail, justement, donc chez Nova Veolia, qui est une filiale de Veolia, elle a été créée en 2015. Pour ma part, je l'ai rejoint en 2017. Le point de départ, c'était de se dire, avec le digital, avec toutes ces nouvelles technologies, avec cette espèce de vague technologique qui arrive, elle nécessite qu'on revisite complètement notre manière de travailler, mais aussi nos business models et la proposition de valeur que l'on apporte à nos clients. Ça veut dire que certains de nos actifs deviennent un peu obsolètes, ou en tous les cas, il faut travailler pour les mettre à la pointe de la technologie. Ça veut dire que d'autres actifs qui avaient perdu peut-être un peu de valeur ou qu'on avait mis un peu de côté, tout d'un coup prennent une importance renouvelée. Et puis ça veut dire qu'il faut travailler et imaginer de nouveaux services parce que la technologie rend aujourd'hui possible des choses qui ne l'étaient pas. Voilà, c'était ça l'idée, et donc de créer des startups en interne, de prendre des participations dans des startups, d'excuber des services. Voilà, ce modèle un peu interne-externe, qui est celui de l'open innovation évidemment, auquel je crois beaucoup, et c'était ça le point de départ de la création de Nova Veolia. Quelques exemples de startups que vous avez créées ou dans lesquelles vous avez investi? Oui, le fil conducteur de ces données, de ces startups, c'est véritablement la donnée. Pour certaines, elles sont à l'origine, elles produisent de la donnée. C'est le cas par exemple de Birds, qui est plus qu'une startup, qui est vraiment une PME ou une ETI. Et donc là, qui est le leader de l'IoT environnemental, notamment dans le domaine de l'eau et de plus en plus dans le domaine de l'énergie. Donc là, c'est vraiment, on produit de la donnée. On a une startup donc qui s'appelle Abilon, qui elle prend toute cette donnée et va accompagner les clients, qu'ils soient publics ou privés, dans la connaissance de leurs données et puis dans la manière de changer leur processus de travail. Donc ça, c'est plutôt du consulting, par exemple. Et puis on a des startups qui sont plutôt dans la relation B2C. Donc là, c'est comment est-ce qu'on s'adresse aux consommateurs finaux. Et c'est le cas, par exemple, d'Homefriend, qui développe pour Veolia des chatbots. Bref, plein de manières de communiquer différemment avec nos usagers. Alors, Nova Veolia investit dans des startups, vous venez de le dire, spécialistes des data et de l'IoT. Comment cette stratégie d'investissement dans le numérique transforme aussi l'activité historique de Veolia, à savoir l'exploitation des réseaux d'eau et la gestion des déchets? Alors Veolia intervient sur 3 grands métiers, l'eau, l'énergie et les déchets. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, le digital transforme très différemment chacun de ces métiers. Le domaine de l'énergie, par exemple, est historiquement plutôt en pointe, puisque s'agissant évidemment d'un fluide très dématérialisé, ça fait déjà quelques années qu'on travaille sur de l'intelligence artificielle pour être capable de prédire les pics de consommation pour adapter. Donc là, on est vraiment toujours à la recherche de la pointe technologique
pour rendre ce service. Dans le domaine de l'eau, c'est assez similaire avec une dimension un peu différente qui est, là pour le coup, on est sur un fluide beaucoup plus complexe, beaucoup plus sensible, mais on est dans cette même dynamique de comment est-ce que on met le meilleur de la technologie. C'est ce que l'on a fait par exemple dans le partenariat entre Open Data Soft et Birds, où là l'idée c'était vraiment d'apporter le meilleur pour être capable dans le monitoring, le suivi en quasi temps réel dans certains cas de la qualité d'eau, d'être vraiment capable de coupler ces informations qui remontaient de nos réseaux avec des informations qui pouvaient être externes. Il peut s'agir d'informations météorologiques, par exemple. Donc là, on est vraiment sur comment apporter à chaque fois le meilleur du service. Et puis, dans le domaine des déchets, c'est encore un peu différent. Là, c'est une disruption potentielle complète des métiers, puisque grâce au digital, grâce au portable qu'on a tous dans nos poches, par exemple, les moyens de collecte des déchets vont complètement évoluer. C'est-à-dire que demain, on peut avoir une multitude de collecteurs. Vous, moi, on peut être des collecteurs de déchets. Et donc là, on disrupte complètement la manière de travailler dans ce domaine-là. Voilà. Avec du coup des nouveaux métiers, des nouveaux savoir-faire, des nouvelles compétences qui sont créées. Peut-être parler de Wastebox en particulier. Exactement. Dans le domaine des déchets, c'est exactement ça. On s'est rendu compte qu'on avait la possibilité soit de continuer à opérer ce travail de collecte des déchets de chantier, par exemple, qui était un travail évidemment fastidieux, au-delà de la dimension physique, c'est juste d'organiser au mieux cette collecte des déchets, où on pouvait être juste en mise en relation de ceux qui étaient capables de venir chercher l'ensemble de ces déchets et de ceux qui étaient capables de les traiter derrière. Et donc Wastebox a été créé précisément pour donner un nouveau rôle à l'activité de Veolia, qui est de mettre en relation le plus efficacement possible ceux qui, à un instant T, veulent se débarrasser de leur chantier et ceux qui sont capables de les accueillir. Et pas d'avoir forcément des flottes de camions qui se promènent à vide ou moyennement pleine parce que cet ajustement en temps réel n'a pas pu être fait. Alors, avec la création de nouveaux métiers, savoir-faire et compétences, on pense évidemment aux premiers concernés par la transformation numérique de l'entreprise. Ce sont les collaborateurs, les salariés. Claire Falzon-Allard, comment raccrocher concrètement cette transformation à leur quotidien et plus globalement, comment le processus d'innovation que vous porté par Nova Veolia, transforme l'organisation même de Veolia? Alors, il y a ce que je vois et ce que je voudrais. Ce que je vois, c'est que d'ores et déjà, il y a vraiment une prise de conscience que l'innovation se co-construit avec l'extérieur. Et donc, de plus en plus de collaborateurs viennent nous voir en nous disant « J'ai repéré telle start-up, j'ai vu tel pitch, j'ai vu ça, est-ce que c'est une idée qu'il faut creuser, etc. » Et dans l'autre sens, quand nous, des start-up viennent nous voir, on trouve de plus en plus de collaborateurs que l'on peut contacter en disant « Tiens, on a cette start-up, elle voudrait faire un essai ou elle voudrait te contacter. » Et il y a ce répondant. Donc ça, c'est déjà une transformation assez importante, surtout pour une entreprise comme Veolia, qui est un des leaders mondiaux dans son domaine. C'est-à-dire que l'habitude était prise de dire, nous, l'expertise, elle est chez nous, on est hyper fort, et donc vraiment, il y a peu de choses à nous apprendre de l'extérieur. Donc ça, ce mouvement-là, il est très très fort, je le ressens, et ça donne une vraie ouverture aux salariés. Après, là où je pense qu'il faut qu'on aille encore plus loin, c'est la capacité à transformer ces idées en autant de pistes de business qu'on essaye. Pas pour juste dire multiplier les business lines, c'est parce que derrière, ça permet d'avoir véritablement une mesure de mon idée, elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Si quelqu'un l'achète, si quelqu'un est capable d'être intéressé, ça veut dire que là, véritablement, au-delà de la bonne idée, on l'a transformée en un bon produit ou un bon service. Et c'est là où je pense qu'il y a une révolution culturelle encore à mener pour que chacun ose et que surtout la structure donne à chacun la possibilité d'oser mener son nouveau petit business au service évidemment des clients. Ça veut dire qu'il faut repenser l'entreprise d'une manière un peu différente, reconfigurer les process, les méthodes? Oui, complètement. Enfin, une structure, aujourd'hui, Veolia, c'est près de 180 000 personnes. On est présent dans 45 pays. Vous pouvez imaginer ce que le digital vient comme bouleversement. Très très positif, on est capable de parler, moi je suis évidemment dans des chaînes de mails qui sont à peu près techniques, qui sont à peu près ininterrompues parce que quand il y en a un qui se couche, il y en a un autre qui se lève et en fait l'échange se poursuit et ça c'est assez extraordinaire de pouvoir être en temps réel, en échange les uns avec les autres sur des problématiques où hier évidemment la complexité était plus grande pour échanger. Donc ça, je pense que le virage est complètement pris de cette dimension de collaboration. En revanche, vraiment ce rapport au risque,
risque, c'est quelque chose sur lequel on doit encore collectivement travailler. Et puis ce qu'évoquait évidemment Jean-Marc, le désilotage, on n'a jamais fini, je pense. L'apparition d'une nouvelle branche d'activité portée par le digital affecte forcément la relation que Veolia peut développer avec ses clients, en particulier les collectivités en première ligne face à l'urgence environnementale qui menace la qualité de vie des citoyens. Quel rôle joue la transformation du business de Veolia dans ce développement de sa propre éco-responsabilité d'une part et dans celle des territoires d'autre part? Alors pour ce qui nous concerne, nous, ce que je constate, c'est que c'est là aussi l'échange avec que ce soit ces startups ou ces entreprises nouvelles, qui vient complètement réinterroger la manière dont nous, on travaille au quotidien. C'est-à-dire que moi, je vois parfois des startups qui viennent nous voir, qui nous disent, regardez, je peux vous apporter tel petit bout de service qui va permettre de réduire l'impact environnemental de votre gestion des mails, par exemple. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on a toujours à apprendre, c'est pas parce qu'on est Veolia qu'on est irréprochable dans la manière dont on travaille au quotidien. Et là, véritablement, ces nouvelles entreprises portées par des nouvelles générations, c'est extraordinaire les idées dont on peut s'inspirer. Donc ça, c'est pour la manière dont on travaille, un peu comme n'importe quelle grande structure. Vis-à-vis de nos clients, la spécificité de Veolia, je pense que c'est d'être un opérateur de la ville ou des industriels. La proportion aujourd'hui à l'échelle mondiale, on est à 60% des clients municipaux publics, 40% des clients industriels. Et en France, très très municipaux. Et donc dans le domaine municipal notamment, la spécificité de Veolia, c'est d'être un opérateur de la ville. C'est-à-dire que pour l'activité qui s'occupe de l'eau en France, par exemple, on a à peu près 14 000 collaborateurs qui sont sur le terrain. À peu près la même chose dans le domaine de la propreté. Et donc la spécificité de Veolia, ce qu'on essaye de faire, c'est de donner un impact au digital. C'est-à-dire que pour ceux d'entre vous qui ont pu aller dans des forums, je pense au Smart City Forum de Barcelone, vous avez un stand magnifique d'un fabricant de téléphone chinois qui met des écrans de monitoring de la ville en temps réel partout. Franchement, vous devenez épileptique à regarder le truc qui pop-up en permanence d'informations. Et ça veut dire deux choses. Ça veut dire la première, si vous ne filtrez pas l'information en disant je ne vais prendre que celle qu'il faut que je regarde pour être capable de prendre une bonne décision, vous avez juste généré du stress pour les opérateurs, pour les gens qui concrètement s'occupent de la ville. La deuxième chose, c'est que si vous n'êtes pas capable, une fois que vous avez cette information qui vous dit là, il se passe quelque chose dans ce coin-là qui est de niveau 1 à 10, dangereux ou pas dangereux, si vous n'êtes pas capable d'envoyer quelqu'un sur le terrain pour intervenir, pour changer la situation, là, vous avez juste généré, par exemple, chez l'habitant qui a fait le signalement, de la frustration parce qu'il dit il y a une poubelle en bas de chez moi et vous n'avez rien fait. Et donc la spécificité de Veolia, comme on est très tourné vers les solutions, c'est véritablement, enfin ce qu'on essaye de faire évidemment, c'est de se dire je vais prendre la donnée qui est importante et sur laquelle je veux avoir une action, pour le service évidemment de la ville, pour véritablement améliorer le quotidien. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a toujours cette réflexion de se dire, évidemment qu'il faut être à la pointe de la donnée, la pointe du digital, la pointe de l'intelligence artificielle, mais si on n'en tire aucune action derrière, nous on a raté quelque chose. C'est ça, la définition finalement de la Smart City. Une ville plus agréable, plus facile, ça c'est sûr qu'à la fin, il faut que ce soit concret et que ce soit tangible. Alors justement, très concrètement, est-ce qu'on peut parler de Birds, un sujet qui est déjà très très opérationnel ? Birds, effectivement, on a la chance de pouvoir s'appuyer sur cette société qui a maintenant une vingtaine d'années. Birds est, je le disais tout à l'heure, le leader français et probablement mondial de l'IoT environnemental, notamment à la base dans les capteurs dans le domaine de l'eau. On opère pour le compte de l'activité de Veolia à peu près 5 millions d'objets connectés. Ces objets connectés, ce sont des objets qui vont mesurer la quantité ou la qualité de l'eau qui circule dans nos réseaux. C'est-à-dire de la rivière jusqu'au robinet, c'est ça ? À différents endroits. Donc, à des endroits, il faut mesurer la quantité, à d'autres endroits, la qualité. Et la spécificité de Birds, comme le reste des activités, évidemment, dans le domaine de l'eau, c'est que ce sont des sujets d'importance ou d'intérêt vital. Là, en l'occurrence, c'est un terme réglementaire, mais c'est véritablement ça. Ce qui fait que l'on se doit d'être absolument irréprochable. Et donc, les partenaires que l'on a, comme Open Datasoft, par exemple, doivent avoir ce même niveau d'irréprochabilité, c'est-à-dire que sur un certain nombre de paramètres, on ne peut pas se permettre de se planter ou de planter l'information. Et donc là aussi, ça explique pourquoi parfois dans les échanges que l'on a ou que Birds peut avoir, on est un peu long dans les processus, mais il faut qu'on s'assure que la start-up
où la société arrivera à avoir ce niveau d'exigence. Par contre, une fois que c'est fait, ce qui est assez extraordinaire, c'est que ce sont des sujets absolument passionnants, et je le disais tout à l'heure, Vito, qui aujourd'hui en plus attirent de plus en plus l'intérêt des citoyens et des élus. Il y a quelques années, avec Birds, on pouvait parler de télérelevé, et c'était un sujet qui était sans doute un petit peu anecdotique, ou en tous les cas technique. Aujourd'hui, avec des sujets de stress hydrique, notamment, y compris dans des régions en France. Stress hydrique, ça veut dire de pénurie d'eau à des moments inattendus, à des moments inattendus de l'année, la capacité à anticiper cette situation et la capacité à s'assurer que, indépendamment du niveau de flottaison de l'eau, la qualité reste irréprochable, par exemple, sont des sujets qui sont absolument vitaux et de plus en plus. Et très concrètement, comment ça fonctionne en termes de visualisation, de data utilisable, réutilisable? Eh ben, c'est précisément d'ailleurs là-dessus qu'on a travaillé avec Open Data Soft, puisque l'enjeu dans toute cette donnée, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est d'aller chercher la donnée importante, la donnée intéressante, et d'être capable de la retranscrire, y compris pour des gens qui sont inégalement initiés à la lecture de ces différents paramètres. Donc l'intelligence de Bird, c'est de dire, ben voilà, la donnée, elle remonte tous les X, elle fait cette taille-là. C'est ça qui est important. L'intelligence d'un Open Data Soft, c'est de dire, on va vous aider à la transformer d'abord en une information qui est aisément compréhensible. Et puis d'ailleurs, est-ce que vous avez bien regardé l'ensemble des données open qui peuvent exister? Par exemple, comparer la qualité d'eau avec la situation météorologique, ça peut aider à prendre une décision évidemment différente. Et ça, c'est un exemple d'échange où ensemble, on construit des solutions nouvelles. Dans un instant, vous allez pouvoir poser deux ou trois questions. Il vous suffit de lever d'ores et déjà la main pour qu'on puisse vous apporter un micro. N'hésitez pas. Claire Falzon-Allard, pour conclure et emboîter le pas à la prochaine intervention de Chantal Génermont d'Enedis, est-ce que vous diriez qu'une entreprise peut sérieusement envisager aujourd'hui de réussir sa transformation et continuer à se développer sans partager ses données ? J'ai l'impression que la réponse est dans la question. Évidemment que non. Après, toute la difficulté, c'est dans la subtilité de quelles données et à qui. Je prends l'exemple des données que Veolia, par exemple, manipule. Je pense qu'on peut, sans trop de difficultés, savoir si une personne se lève tous les jours à 3 heures du matin et ouvre son robinet d'eau. Après, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout et rien. Est-ce que cette personne, je ne sais pas, elle prend un médicament à heure fixe? Est-ce que juste elle est insomniaque? Bref, cette donnée-là, je pense que personne n'a envie qu'on la passe à qui que ce soit. Cette donnée, d'ailleurs, nous-mêmes, elle ne nous regarde pas et on n'en tire absolument aucun cas d'usage. Et donc, toute la subtilité, c'est d'identifier les données qui méritent d'être partagées avec le consentement de ceux qui la produisent, évidemment, de ceux qui sont nos clients, notamment les collectivités ou les industriels. Et donc, toute l'intelligence qu'il faut mettre ensemble et qu'il faut construire ensemble, c'est cette infrastructure de la donnée. Pour quel objectif? Et je pense qu'on a la chance, en tous les cas, en Europe et en France en particulier, de le prendre dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'entre un modèle hyper ouvert à visée plutôt commerciale comme les États-Unis, hyper régalien, pour ne pas dire sécuritaire comme l'Asie, je pense que l'Europe a vraiment une réflexion en cours. On l'a vu avec le RGPD sur comment partager la donnée, mais comment partager la donnée dans le respect de ceux qui la produisent, consciemment ou inconsciemment. Et ça, c'est véritablement une tendance dans laquelle on s'inscrit. En interne, c'est un enjeu déterminant aussi, avec peut-être des projets open data, plus dédiés à l'interne? Alors on travaille effectivement déjà sur des sujets d'open data en interne parce que, on l'évoquait tout à l'heure, il faut apprendre à désiloter et à travailler les uns avec les autres. Je suis complètement en ligne avec ce qu'a évoqué Cyril tout à l'heure sur le fait que, par ailleurs, quand on travaille tout de suite avec un prisme interne et externe, c'est toujours plus intéressant. Donc on essaye aussi d'avoir le plus possible de cas d'usage autour de l'open data parce que c'est une demande très forte de nos clients et c'est bien légitime de dire vous êtes pourvoyeur de données, vous voyez passer des données, aidez-nous à réfléchir à comment on peut mettre ces données à disposition de start-up locales dans nos incubateurs locaux pour véritablement imaginer des nouveaux projets. C'est le cas par exemple à Lyon, où on est partenaire du TUBA, qui est vraiment un lieu d'expérimentation où l'ensemble des opérateurs viennent, apportent des jeux de données qui sont ensuite mis à disposition des ONG, des associations, des start-up pour essayer d'imaginer de nouveaux services aux habitants. Merci beaucoup pour ce récit d'expérience. On va passer aux questions de la salle à présent. Je vois une main qui se lève, peut-être quelqu'un qui est déjà équipé d'un micro. Voilà, monsieur en
en bleu le temps qu'on vous apporte un micro. N'hésitez pas si vous avez envie de poser une question à notre intervenante, notre invitée, Claire Falzon-Allard. Vous levez bien la main qu'on puisse vous apporter un micro pour la question suivante. Et je vous demanderai juste de vous présenter en quelques mots et de façon brève de pouvoir poser votre question. Bonjour monsieur. Bonjour, ça y est, si c'est bon, ça marche. Bonjour Madame Falzon, François Lacombe, OpenStreetMap France. Je souhaitais réagir sur la dernière partie de votre échange sur les données ouvertes proposées en interne. Nous, chez OpenStreetMap, on utilise énormément de données ouvertes, y compris dans le domaine des réseaux. Nous cartographions beaucoup d'infrastructures et nous mettons à disposition de tout le monde toutes ces informations. Les données ouvertes partagées en interne n'en sont pas, je tiens à insister sur ce point, c'est un détail, mais c'est hyper important parce que dans la démarche de partage et de cassage de silos, c'est y compris casser les silos entre les entreprises et la société civile. Là-dessus, sur le domaine des réseaux et de l'infrastructure, on a beaucoup de sujets. Il y a eu les assises de l'eau récemment, dans lesquelles évidemment Veolia est impliqué, d'autres exploitants, mais c'est hyper important que les données de ces réseaux soient largement partagées, bien au-delà des périmètres des entreprises qui les exploitent, ne serait-ce que parce que c'est un bien public et commun. Là-dessus, je voulais avoir votre avis sur cette idée d'ouverture bien plus large que les incubateurs dans lesquels vous investissez, et pour finalement permettre à la société, permettre aux citoyens d'être acteurs, puisque je n'ai pas entendu parler de crowdsourcing dans votre échange, alors que c'est une information hyper importante. Il y a des sujets industriels. Le crowdsourcing ne concerne pas que les données, on va dire, qui sont manipulées par le commun des mortels. Il y a aussi des enjeux industriels. Nous y prenons pleinement part. Donc je voulais savoir finalement s'il y avait moyen que nous échangions ensemble sur ces questions pour partager beaucoup plus largement les données sur Là, c'est déjà le cas. Est-ce que je peux vous demander d'aller, s'il vous plaît, un peu plus rapidement à votre question pour permettre à d'autres de pouvoir poser également des questions, s'il vous plaît. Quelle est votre politique vis-à-vis du crowdsourcing, justement, et des données véritablement publiques ? Alors, plusieurs éléments. La première, je le disais tout à l'heure, je suis complètement d'accord sur le fait que les échanges avec l'externe doivent être toujours plus importants. Il y a un certain nombre de données qui relèvent, on va dire, de secrets industriels qui, par définition, quand on a des algorithmes qui permettent de mesurer un certain nombre de paramètres qui relèvent de nos secrets de fabrique, là, c'est un peu plus compliqué. Donc, je fais bien la part des choses. Et puis, par ailleurs, il y a des choses vraiment hyper techno sur notre manière de travailler les uns avec les autres qui, pour le coup, intéressent assez peu l'extérieur. Donc, je vois assez bien pourquoi enfin, on a cette politique. Après, vis-à-vis de l'externe, comme je le disais, on est très à l'écoute et très actif sur ces sujets. Je vais prendre l'exemple d'une des sociétés de Veolia qui s'appelle la SAD, qui fait des canalisations, qui de plus en plus travaille. Alors, c'est pour vous dire à quel point c'est opérationnel, mais quand ils creusent pour une canalisation, ils trouvent un certain nombre d'informations. Et en fait, ce qu'ils essayent de faire, c'est de créer une base de données, qui s'appelle Canascan en l'occurrence, pour identifier ce qu'il y a sous le sol. Parce qu'en fait, les décennies et les décennies et les décennies de travaux publics n'ont pas toujours été, on va dire, également répertoriée, et cette information, effectivement, elle intéresse tout le monde. Donc c'est un exemple très concret où aujourd'hui on essaye de réfléchir à comment mettre à disposition cette information. La difficulté, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est d'aller chercher la bonne donnée qui va intéresser tout le monde. C'est-à-dire que dans les monceaux de data pilotés par, ou en tous les cas que Veolia voit passer, c'est comment aller chercher celle qui va intéresser. Et c'est ce travail-là qu'on doit mener ensemble avec, encore une fois, j'insiste bien, la nécessité de respecter les attentes et les contraintes légitimes que nos clients mettent. Certains nous disent on est absolument fanat de l'open data, d'autres au contraire nous disent nous, en tous les cas, on pilote complètement notre politique de data et c'est nous qui ouvrirons, oui ou non, ces jeux de données. Donc, tout ne relève pas de la main des opérateurs des services publics, ce qui est parfaitement normal. Merci beaucoup pour votre intervention. Peut-être une autre question, et puis comme l'heure tourne, passer à la suite de notre programme. Levez-vous et présentez-vous en quelques mots, s'il vous plaît. Bonjour, Sophie Rigolo de la société IR Technologies. Oui, je voulais savoir votre stratégie quand vous investissez dans ces startups. Est-ce que c'est pour créer des services qui vont bénéficier avant tout à Veolia, et donc vous avez votre retour sur investissement par Veolia, ou c'est au contraire que ces startups puissent développer des services pour les utilities, y compris pour vos concurrents, et donc qu'elles puissent grossir, et donc le retour sur investissement, c'est plus le fait que les marchés vont croître pour ces startups. Vous voyez la différence ?
L'expérience, alors il se trouve que Veolia a un principal concurrent, notamment en France, donc la dimension concurrentielle est assez particulière, en l'occurrence qui est Suez, qui est sur des marchés à peu près similaires. Après, on peut avoir d'autres concurrents, mais cette question, elle revient de façon très récurrente avec, je dirais, la plupart de nos partenaires, et c'est une question qui est tout à fait légitime. Aujourd'hui, quand on développe des nouveaux services, quand on fait appel à des sociétés innovantes, c'est véritablement pour se différencier. Et donc, par définition, on a plutôt envie de chercher des gens qui vont nous aider à avoir cet avantage concurrentiel-là. Là, c'est quand on est vraiment dans le cœur de nos métiers. Après, il y a des startups ou des entreprises avec lesquelles on travaille, qui travaillent avec énormément d'acteurs et pour lesquels on n'est pas dans le cœur de métier absolument stratégique. Et dans ce cas-là, c'est au contraire très intéressant de savoir ce qui a pu être réalisé, que ce soit avec des concurrents, que ce soit avec d'autres acteurs qui n'ont rien à voir avec nous. Honnêtement, je pense que le digital nous amène à aussi regarder complètement différemment ce rapport à la concurrence, à la compétition ou à la collaboration. Les nuances sont évidemment très importantes. Merci beaucoup pour vos questions et vos interventions et n'hésitez pas à poursuivre justement la conversation.